quelques aspects historiques et certains éléments du fonctionnement du spatial, mais plus spécifiquement ceux qui donnent lieu à des discussions au niveau international. Donc, je ne rentrerai pas forcément sur des détails techniques de comment marche un satellite ou des choses comme ça, parce que tout ça, c'est chaque pays a ses propres choix. C'est plutôt les choix qui relèvent du multilatéral qui nous intéresse. Alors, avant de commencer sur la présentation, vous connaissez Cyrano de Bergerac? Bon. Et vous connaissez quoi, la pièce de théâtre? En fait, à la base, c'est un auteur, et donc c'est un auteur qui a fait une histoire qui est un premier voyage sur la Lune, donc petite référence à comment aller dans l'espace en 1600 et des poussières. Alors, j'ai commencé par quelques questions, mais qui sont beaucoup plus complexes que la dernière fois, pour voir ce que vous connaissez. Commençons déjà par qui, oui? C'est les États-Unis. Non, justement, qui est le premier pays qui a envoyé un satellite dans l'espace? La Russie. Oui, c'est l'Union soviétique à l'époque. Voilà, la Russie. Et donc, qui est le pays qui a envoyé le premier homme dans l'espace? Les États-Unis. Toujours pas. La Russie, je tourne. Et c'est? La Russie. Oui, et c'est qui le premier homme dans l'espace? Je connais pas ce qu'il y a. Ah oui, il y a un film vendredi qui a un petit rapport. C'est... Gagarin, tout à fait. Voilà. Et donc après, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Le premier homme qui a marché sur la Lune. Voilà, très bien. Bon, alors, à quoi ça sert d'envoyer des objets dans l'espace? Quels sont les usages du spatial? Vous avez plein de réponses possibles, donc allez-y. L'exploration, on va dire, oui, l'exploration de l'univers. Ensuite, on va chercher à faire de nouvelles découvertes. Un peu dans la même chose. Explorer l'univers, le monde, comment ça fonctionne, oui. Scientifiquement, peut-être prouver ou bien même chercher des choses que l'homme n'a pas encore découvertes. Oui, on est toujours dans la science au sens large, l'exploration. Alors, dans le pratique, c'est fini. Communiquer, ouais. Quel genre de communication, le truc le plus classique? La radio, pas trop, il y en a un petit peu, mais aux États-Unis uniquement. C'est surtout la télévision, hein, le truc le plus classique, la télévision par satellite, et puis après de l'Internet par satellite. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme application? Oui? Le GPS. Voilà, donc tout ce qui est radionavigation. Alors le GPS, c'est le mot américain, Global Positioning System. On utilise quand on veut englober aussi les systèmes russes, européens et autres. Souvent l'acronyme GNSS pour Global Navigation Satellite System, donc le GNSS. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Un gros sujet, tous les soirs à la télévision, vers 20h30 ou 19h55. Les informations. Oui, mais avant, juste avant, c'est quoi juste à 19h55? Qu'est-ce que vous voyez? En général, vous voyez? Série. Ah ouais. Une série, non? Ouais, mais là, c'était pas ça, oui. La météo. La météo, voilà. Et donc la météo, elle vous donne le temps. Oui, le temps, mais au niveau spatial, qu'est-ce qu'il y a dans la météo? Qu'est-ce que vous voyez au niveau spatial? Il nous informe s'il va pleuvoir ou s'il y aura du soleil. Oui, mais en termes d'objets spatiaux? Les satellites qui cherchent. La personne qui représente quoi? Une carte. Oui, et c'est surtout une image, des nuages, etc. Comment ils ont été vus, ces nuages, par-dessus. D'accord? Donc il y a l'image spatiale. Et donc plus généralement, l'observation de la Terre. Tout ce qui est de regarder la Terre vue d'en haut, savoir que si les océans montent, si les glaciers fondent, tous ces aspects-là. Voilà. Une question, est-ce qu'on peut recevoir des signaux spatiaux dans une voiture? C'est une question. Par rapport à toutes les applications que vous avez données, logiquement. Oui, GPS. Et voilà, exactement. Donc oui, on peut recevoir le signal spatial dans une voiture. Est-ce que vous pouvez en recevoir dans un sous-marin? Oui. C'est quand même plus compliqué. Si vous êtes sous l'eau, à des centaines de mètres sous l'eau,
le signal va quand même avoir du mal à arriver. Voilà. Bon, c'est très exceptionnel. Est-ce que vous connaissez le terme de satellite géostationnaire? Alors, avec le nom, est-ce que vous trouvez géo, c'est pour? Oui, donc c'est la Terre. Géo, c'est la Terre. La Terre, donc stationnaire par rapport à la Terre. Ça veut dire que... c'est stationnaire au de la Terre. C'est-à-dire que vous avez la Terre. Qu'est-ce qu'elle fait, la Terre? Elle tourne en orbite. Elle est en orbite autour du Soleil. Et elle tourne encore une deuxième fois autour de... Du Soleil encore une. Elle tourne autour d'elle-même. Ah oui, c'est ça. Donc le satellite, il va tourner autour, le satellite terrestre, il va tourner autour de la Terre, et il va tourner à la même vitesse que la Terre tourne sur elle-même. Dans ce cas-là, on va avoir l'impression qu'il ne bouge pas, qu'il est stationnaire par rapport à la Terre. D'accord ? Alors les Américains, ils disent souvent géosynchrone, mais en réalité, parce qu'il est synchrone par rapport à la Terre. Mais le terme français est plus juste. Parce que c'est vraiment, on ne bouge pas dans un repère terrestre. Voilà. À votre avis, est-ce qu'un satellite possède une propulsion? Une propulsion, dans les voitures possède une propulsion. C'est un moteur. Hein? Alors, est-ce que sur un satellite, vous avez un moteur? Non. Alors, ouais. Oui, puisque le satellite il doit chercher des informations autour de lui, donc forcément, sans moteur, on fait ça. Alors, c'est pas forcément le point prioritaire, le point principal, mais effectivement, il va avoir une propulsion, il va avoir un moteur presque tout le temps, sauf quand c'est vraiment un tout petit satellite qui va juste rester quelques heures dans l'espace et va retomber, surtout pour effectivement se positionner, régler sa position orbitale, garder un pointage très précis pour regarder la Terre, par exemple, s'il est mis vers la Terre, ce genre de choses. Voilà. Donc effectivement, un satellite va avoir en général une propulsion. À votre avis, est-ce qu'on peut contrôler un satellite uniquement depuis Paris? C'est-à-dire, vous avez une station, vous discutez avec votre satellite, ça suffit ou pas? Faut qu'il y ait plusieurs machines, plusieurs pixels sur un satellite. Ah, là, il peut y avoir plusieurs personnes qui contrôlent le satellite. Mais là, je dis, est-ce qu'il y a une seule antenne? C'est-à-dire, vous le voyez tout le temps depuis Paris? Non. Bah, en fait, dans quel cas vous le verrez tout le temps depuis Paris? C'est si il est... C'est une opinion. S'il est... Géostationnaire. S'il est géostationnaire. C'est-à-dire, s'il est tout le temps au-dessus de Paris, forcément, vous allez pouvoir discuter tout le temps avec lui. S'il est quelconque, il va être tout le temps en train de tourner. C'est comme la Lune. La Lune, vous ne la voyez pas tout le temps. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas la contrôler. Là, on ne la contrôle pas. Mais enfin, si c'était un satellite que vous cherchez à commander, ben, de temps en temps, vous ne pourriez pas émettre vers la Lune. À votre avis, est-ce qu'on peut faire des interférences? Alors, qu'est-ce que c'est une interférence? J'en ai parlé un peu la dernière fois, je pense, mais est-ce que quelqu'un se souvient? Qu'est-ce que ce serait une interférence? Oui. C'est quand on perturbe un signal radio. Oui, exactement, très bien. Et donc, est-ce qu'on peut perturber un signal radio de votre téléphone avec un satellite? Bah, si ça tourne la page, c'est la page électrique. En fait, perturber le signal, vous pouvez, si vous émettez le signal, un signal sur la même fréquence. Vous voyez? Donc, effectivement, l'objectif, c'est que la réponse soit non. Mais pour que la réponse soit non, il faut que vous soyez mis d'accord avant. Si vous mettez un satellite qui fait les mêmes fréquences que votre téléphone, potentiellement, il peut perturber votre téléphone. C'est le grand... je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, là en ce moment, c'est un sujet qui se discute pas mal. Sur les iPhone 14, vous avez eu ça. Sur le Pixel 9, vous avez ça. C'est-à-dire le fait de pouvoir recevoir des messages d'alerte sur votre téléphone. Vous avez vu parler de ça? Alors c'est aux États-Unis aujourd'hui, hein, c'est pas faisable en France parce que il y a
c'est un service qui est encore un peu balbutiant, donc c'est pas encore faisable, mais ils annoncent que ça se développerait ailleurs, un peu partout, quoi. Le fait que votre téléphone, quand vous êtes aux États-Unis, c'est parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de feux de forêt géants en Californie, par exemple, où les gens n'arrivaient pas à être prévenus. Bon, on a vu en Espagne qu'il y a aussi des problèmes pour prévenir les gens, mais là, c'est le système initial d'alerte qui n'a pas marché. Dans le cas des États-Unis, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de moyen de les prévenir. Et donc, parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle les zones blanches. Vous savez ce que c'est une zone blanche? C'est une zone, oui. Oui, il ne peut pas y avoir de signal voiture. Vous n'avez pas la couverture 4G, 5G, 3G, 2G, enfin, vous n'avez pas de couverture téléphonique mobile. Et donc, en fait, dans les zones un petit peu, disons, inhabitées des États-Unis, souvent, il n'y a pas de couverture, et en particulier dans les zones où il y a des grandes forêts. Et donc, il y a eu des grands incendies, et les gens, on ne pouvait pas leur envoyer sur leur téléphone portable alerte, partez vite, le feu arrive vers vous. Et donc, pour arriver à changer la donne, maintenant, sur les téléphones portables aux États-Unis, ils essaient de rajouter la possibilité d'envoyer un SMS par satellite, et là, dans ce cas-là, n'importe où, même dans une zone blanche, vous recevez ce SMS. Mais évidemment, si ce système se met à émettre aux endroits où vous recevez la téléphonie standard, ben vous risquez d'interférer avec votre système de téléphonie standard. Donc il faut faire un choix. Il faut que ça marche, mais que ça ne marche pas non plus partout. Et donc en Europe, c'est plus compliqué parce que, ben, en gros, les zones blanches sont toutes petites. Et un satellite, il vaut beaucoup. Donc vous allez être tout le temps entre avoir des endroits où vous pouvez émettre et des endroits où vous avez des risques d'interférence. Et puis, qu'est-ce qui, à votre avis, peut être un débris spatial? Qu'est-ce qui pourrait générer un débris spatial? Oui. C'est quelque chose qui peut-être se détache en quelque sorte d'un objet qui était dans l'espace. Très bien. Ça, c'est le premier truc. C'est effectivement, vous avez un satellite et puis il y a un morceau qui se détache. Vous n'avez pas suffisamment de satellite un peu vieux. Vous imaginez la même chose sur une voiture, hein, une voiture un peu vieille, il y a un enjoliveur qui part, il y a un essuie-glace qui s'en va, voilà, là c'est avec un satellite, vous avez ni enjoliveur ni essuie-glace, mais vous pouvez avoir une couverture pour éviter que ça chauffe trop, ou un petit bout d'un panneau solaire, ou je ne sais quoi qui s'en va, effectivement. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre problème? Je crois quand les fusées elles vont dans l'espace au démarrage, et donc il y a toute la partie d'en bas qui s'enlève, il y avait tous les gros propulseurs qu'on envoyait dans l'espace. Alors ça, effectivement, il y a le risque qu'il y ait des débris spatiaux liés au lanceur, même si l'essentiel du lanceur retombe. C'est-à-dire qu'il n'est pas mis en orbite en réalité. Donc l'essentiel des boosters, la coiffe, etc., théoriquement ça redescend. Mais effectivement, au début, il y avait des bouts de coiffe qui restaient en orbite, qui se mettaient en orbite et qui restaient et qui retombaient des années après. Il y a eu des cas comme ça, 20 ou 30 ans après, un bout de coiffe qui retombe. Et c'est pas petit, hein, parce que c'est satellite, ça couvre des satellites qui font, on va dire, certains satellites qui font 6-10 tonnes. Hein, donc il y avait un satellite assez colossal qui, on m'a dit, c'était à peu près équivalent à un bus. Donc, vous imaginez la coiffe, un truc qui protège un bus. Voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir des petits bouts de lanceur. Autre type de débris? Oui. Après, ce qu'on jette aussi par le spatial, où il y a des trucs qui tombent uniquement. C'est-à-dire quand on s'installe justement dans la ville, après, on laisse. Il y a un bout qui part. C'est-à-dire, je prends la truc. Mais là, il faut des gens qui habitent. Là, on n'en est pas encore là. Là, on parle juste d'un objet comme un véhicule, comme une voiture. Il y a des. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme. Essayer, oui. Il y a des ordures qu'on envoie dans l'espace. Oui, voilà, ça c'est si vous êtes dans une station spatiale, éventuellement, vous faites partir des choses. Alors, la plupart, dans le cadre de la station spatiale internationale, vous avez eu des conteneurs en fait vides, hein, des conteneurs qui amenaient du matériel et qui repartaient avec les ordures, et tout ça est brûlé en rentrant sur Terre. En réalité, il y a effectivement Elon Musk qui a envoyé une Tesla dans l'espace, ça c'est un débris quelque part, mais c'est des cas très très particuliers. Après, on a dit des morceaux qui s'en vont, mais carrément le satellite tout seul peut tomber en panne.
Donc le cas d'un objet, un satellite complet qui ne marche plus. Ça peut arriver aussi comme débris. Et puis le dernier cas, c'est pensez aux voitures, le morceau de la voiture qui se détache, la voiture qui ne marche plus, et puis le dernier cas, la voiture qui se fonce dessus. Ça peut arriver. Donc deux satellites qui se télescopent et qui partent en petits morceaux suite à l'impact. Alors il faut espérer qu'il n'y en ait pas trop souvent, mais ça a pu arriver, oui. Mais quand par exemple un satellite complet tombe en panne, comment la société fait pour le ramener sur Terre? Très bon sujet. Très bon sujet. Là, justement, c'est un sujet où là, vous êtes en plein dessus. Voilà. Est-ce qu'on le ramène? Est-ce qu'on le ramène pas? Si on ne le ramène pas, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on a le temps de le mettre quelque part avant qu'il tombe en panne, ou est-ce qu'on attend qu'il tombe en panne pour se dire tout à l'heure il est coincé? Et bien ça, c'est typiquement des questions, le cœur du genre de discussion qu'il y a. Donc je vais quand même répondre à la question un petit peu, mais après vous pourrez en débattre plus longtemps. C'est, si c'est suffisamment près de la Terre en fin de vie, vous le poussez pour qu'il revienne vers la Terre et qu'il se brûle. Donc en gros, si vous êtes à quelques centaines de kilomètres, jusqu'à 800 km. Si vous êtes sur des orbites plus hautes, donc géostationnaires par exemple, ou en orbite intermédiaire, eh bien vous les mettez sur ce qu'on appelle des orbites cimetières. Vous les remontez ou les redescendez à un endroit où il n'y a plus personne et où il ne gêne personne, il va continuer à bouger comme ça pendant des siècles, voire des millénaires. Ça c'est une autre possibilité. Et puis voilà, après il y a toute une série de règles. Pour qu'ils ne partent pas en petits morceaux, vous faites en sorte que les morceaux restent ensemble. Et bien pour faire ça, c'est des règles de développement. Vous allez réfléchir à ce que le panneau solaire reste bien là. Il y a des risques d'explosion. Comme vous avez un moteur, vous avez un carburant et un comburant. Quand vous faites un moteur thermique, vous avez de l'essence et de l'air, ce qui permet de faire l'explosion et faire marcher le moteur. Bon, là, il n'y a pas d'air dans l'espace, vous embarquez les deux. Et si vous laissez des restes, il suffit d'une étincelle pour que ça explose. Donc, ce qu'on appelle passiver le satellite. C'est-à-dire que vous enlevez vous videz tout. Une fois que vous avez dit que le satellite allait redescendre, ou que vous allez le mettre sur une orbite cimetière, vous videz tout pour qu'il soit bien net. Et puis après, il y a une dernière option, c'est vous dites on va aller les chercher. Alors là, il y a beaucoup de travaux sur comment on peut aller chercher des satellites qui sont restés bloqués trop tôt, avant soit qu'on les passive, soit qu'on les mette sur une orbite cimetière. Est-ce qu'il y a des bombes sur Terre? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des bombes? Des bombes. Ah, des bombes. Est-ce que... D'accord, j'avais pas entendu. En fait, l'idée de créer des armes dans l'espace, ça a été un sujet, on va dire, au début des années 80. Il y avait eu tout un... ce qu'ils appelaient il y avait tout un programme américain qui avait été annoncé sur ce genre de sujet, mais effectivement, non, ça n'est pas allé. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre de l'armement dans l'espace. Le plus risqué, c'est, disons, d'avoir des possibilités de détruire les satellites. Aujourd'hui, ça a été fait. C'est-à-dire que vous envoyez un missile qui tape sur un satellite et qui le détruit. Voilà, c'est ce qu'on appelle des missiles anti-satellites. Oui. Est-ce que les satellites, les fusées, tout ce qui est en rapport avec ça, quand ils vont dans l'espace, ça pollue l'espace? Ça, c'est toujours un sujet, effectivement, parce que quelque part, vous mettez un objet non naturel, forcément, ça a des conséquences. Donc la réponse est oui, c'est pas neutre. Après, est-ce que ça rapporte quelque chose ou pas? C'est là où est-ce que vous comprenez mieux comment fonctionne l'univers? Est-ce que vous observez comment fonctionne le changement climatique et est-ce que vous en tirez des bénéfices suffisants par rapport à ce que vous allez déployer? C'est là où il y a un équilibre à trouver. Est-ce que quand vous envoyez des satellites de météorologie, ça vous permet de faire beaucoup de choses, de prévoir les tempêtes, d'anticiper sur toute une série de problèmes?
Donc là, le satellite, par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire quelques tonnes d'éléments dans l'espace, il est évidemment intéressant. Voilà. Quand vous commencez à en mettre des milliers pour un sujet qui est plutôt business, c'est plus compliqué. Voilà. Donc j'avance un petit peu et puis vous allez revenir parce qu'on va en reparler. Voilà, donc pour résumer, les utilisations communiquer, se localiser, pour se localiser de type GPS, vous triangulez votre position avec des calculs de distance, explorer l'univers ou observer la Terre. Ça, c'est une image de l'Amazonie et donc vous pouvez voir les zones de déforestation qui sont en Amazonie. Quelques éléments sur la partie histoire spatiale. Donc là, c'est pour que vous ayez en mémoire quand même quelques dates. C'est toujours intéressant de s'en souvenir. Donc, Sputnik 57, premier satellite de l'Union soviétique. 61, premier homme dans l'espace, Gagarine. Donc ça, comme ça, bon, ça n'a rien à voir avec votre film de demain, mais au moins vous saurez quand il a volé. Et puis, le dernier point, premier homme sur la Lune, 69. J'ai rajouté en 1942 le premier missile intercontinental à très longue distance, à très longue portée. Je ne sais plus exactement quelle était la portée des V2. Il y avait eu les V1 puis les V2. C'était von Braun qui avait proposé et conçu ces missiles allemands. Heureusement, la production côté telle que les voulaient les nazis s'est arrêtée suffisamment tôt, donc ça n'a pas pu. Ils ont très peu servi. Sinon, il y aurait eu vraiment des bombardements terribles. Hein. Déjà, les V1 avaient beaucoup impacté l'Angleterre en particulier. Évidemment, cette technologie, c'est la capacité, quand vous faites un lancement intercontinental, c'est aussi ce que vous pouvez faire pour lancer un satellite. Donc cette technologie, cette intelligence a été récupérée. Von Braun a été repris par les Américains et le programme spatial américain a bénéficié de ce savoir-faire sur ces premiers lancements, comme le savoir-faire russe a bénéficié d'autres chercheurs allemands qui ont été transférés cette fois-ci en Union soviétique à la fin de la guerre. Voilà, donc quelques dates côté France. On ne sait pas forcément que la première fusée française c'est 52, même c'est depuis l'Algérie. Le premier satellite français 65. Le premier force spatiale sur le territoire français 68 à Kourou. C'est où Kourou? En France. C'est en France, mais oui, en Outre-mer. C'est à Bordeaux? Non, en Outre-mer. C'est pas par. C'est près de l'équateur. C'est par américaine, non? Alors je vous dis, je vais vous donner la. Pardon? La Guadeloupe. Guadeloupe, c'est pas loin, mais non, c'est pas la Guadeloupe. Martinique. Je vous dis Cayenne, je vous évoque plus. Alors. La Guyane. La Guyane. D'accord. Donc les lancements, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais les lancements français ou européens sont tous, c'est d'ailleurs un force spatiale européen aujourd'hui, sont tous depuis la Guyane française. Alors, pour différentes raisons. D'abord parce que comme c'est très près de l'équateur, en fait, vous bénéficiez du maximum de rotation de la Terre quand vous lancez. En plus, quand vous lancez vers l'est, toujours par rapport à la rotation de la Terre, autant lancer dans le sens où la Terre va, et donc vous lancez au-dessus de l'océan. Donc par rapport aux retombées que vous citiez tout à l'heure de morceaux de lanceurs, si vous lancez sur l'océan, les morceaux vont retomber dans l'océan. Donc c'est quand même, vous avez juste à prévenir les pêches et éventuellement des bateaux qui seraient pas loin de la zone de retombée, mais c'est voilà, c'est donc très très belle position géographique de la Guyane. Voilà, alors quelques éléments techniques quand même, parce que le spatial, ça demande un peu de mathématiques, un peu de physique, etc. Donc on va parler un peu
de sciences. Alors en géométrie, est-ce que vous connaissez le terme de conique? Non, ça ne vous évoque pas. Alors en fait, hein, c'est de la géométrie assez ancienne, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, l'idée, c'est de dire, quand vous avez un cône, que vous coupez, suivant la façon dont vous le coupez, si c'est de manière perpendiculaire, vous avez un cercle, en biais, ça va être une ellipse, en allant vers, en allant vers le milieu, vous arrivez sur une parabole, et quand vous continuez, vous allez sur une hyperbole. Voilà. Donc, ellipse, ça vient du grec et veut dire manquer, quelque part, ne pas aller suffisamment loin pour... Oui. J'ai une question. C'est en fait que quand on a vu l'espace, c'est-à-dire quand on a créé l'espace, pas quand, mais c'est-à-dire c'est quoi, ce qui est la première personne à réfléchir pour l'espace. Est-ce que vous le savez ou pas? Alors, ça dépend en fait. Si c'est essayer de comprendre comment fonctionne l'espace, etc., ça c'est l'astronomie, c'est depuis la nuit des temps. Tout le monde, même dans toutes les civilisations, les gens ont essayé de comprendre. Après, comment on peut utiliser l'espace, c'est vraiment dans la science-fiction des années du XXe siècle que les gens ont dit, tiens, on peut commencer à utiliser et de manière assez amusante dans les auteurs de science-fiction sont souvent aussi des scientifiques, dans les premiers grands auteurs de science-fiction. Donc, c'est le cas d'Asimov, hein, mais vous avez un autre qui est connu et dont on échappe, qui a aussi sorti un certain nombre de théories et en même temps des livres de science-fiction. Voilà. Donc, l'ellipse, en fait, c'est que vous ne sortez pas du système, donc c'est pour ça que le terme est que vous tournez sur vous-même, donc c'est pour ça qu'ils ont donné ce nom qui veut dire manquer. La parabole, c'est que vous lancez à côté, donc le système parabolique, c'est quand vous lancez très très loin, en fait, je sais pas, un système balistique quelconque, hein, quand vous tirez, en fait, il y a un moment où en fait vous êtes sur une parabole. Vous n'allez pas en ligne droite, hein. Il y a un moment où ça monte et puis ça redescend, suivant une parabole. Et quand vous partez vers l'infini, c'est hyperbole, donc le côté aller vers l'infini. Voilà, donc ça, par rapport à ces fameuses coniques, eh bien Kepler, donc autour de 1600, propose 3 lois que vous avez peut-être vues, parce que je sais que vous faites le système solaire dès la 6e, hein, c'est donc la Terre tourne autour du Soleil, ça vous le savez. Toutes les planètes tournent autour du Soleil, toutes les planètes du système solaire tournent autour du Soleil, mais sur une orbite qui est elliptique, qui suit une ellipse. Ça, ça va, vous vous souvenez un petit peu. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de feutre. Non, mais pour dire donc une ellipse, c'est 2 foyers. Donc un des foyers. Ah oui, très bien, ça suffira. Oui, non, mais c'est très bien. Voilà, j'ai tout espacé. Voilà, très bien. Donc une ellipse, quand vous voulez tracer, vous avez 2 foyers et vous prenez une corde. Et en fait, vous êtes toujours avec la corde de même longueur, vous tracez l'ellipse. C'est comme ça qu'on fait une ellipse. D'accord? Donc que vous ayez un autre point ici, cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Le Soleil est un des foyers et donc la planète est sur l'ellipse. Donc ça, Kepler, il trouve cette première loi. Il trouve une deuxième loi qui est aussi assez intéressante, qui est de dire que en fait, le temps que met la planète pour aller de T3 à T4 ou de T1 à T2, eh bien, il est le même si la surface ici est la même.
Et donc, où est-ce qu'il tourne le plus vite et où est-ce que la planète tourne la plus vite et où est-ce qu'elle va le plus lentement? T3 ça va plus lentement, T4 ça va plus rapidement. Non, entre cette zone-là et cette zone-là. Où est-ce qu'il va plus vite? Du coup, c'est T4 et T3 qui vont plus rapidement. Et là, il est pratiquement stable. On va être sur une orbite de ce type-là. En fait, là, vous avez le satellite qui va très vite. Et là, il passe plus doucement. Et la dernière loi, c'est de dire que la période de révolution, donc le temps qu'on met pour faire tout le tour, au carré, est proportionnel au cube de cette distance. Ce qui veut dire que plus vous vous éloignez du Soleil, plus vous mettez de temps. Et ça avec un rapport qui est d'un côté le carré, de l'autre côté le cube. Le cube, c'est bon? Tout le monde maîtrise? C'est quoi un cube? C'est puissance 3. Voilà, exactement. Être sûr que tout le monde a. Voilà, et par rapport à cette analyse et ces déductions de Kepler de manière tout à fait sans éléments techniques, scientifiques, Newton arrive avec un certain nombre de lois et lui, il arrive à démontrer et à chiffrer ce à quoi ça correspond. Les trois lois de Newton. Ah, j'ai trois lois, j'ai un dent qui est resté. Et les trois lois sont ici, donc je vous en ai mis en gras celle qui est importante pour nous. Et la première qui est la loi de l'attraction universelle. Donc la loi de l'attraction universelle, c'est deux corps s'attirent proportionnellement à leur masse et à l'inverse du carré de leur distance. Ce qui veut dire que quand vous avez un petit objet et puis un gros objet, ils vont s'attirer l'un l'autre et forcément le gros objet va avoir tendance à attirer le petit. Et donc le petit va tourner autour du gros. Donc la masse du Soleil par rapport à la masse de la Terre, c'est la masse du Soleil qui est plus importante. La masse d'un satellite va être, ou la masse de la Lune va être plus réduite que celle de la Terre. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est donc la deuxième loi de Newton, c'est de dire que les forces qui sont appliquées à l'objet, eh bien, il y a la masse de l'objet qui intervient par rapport à l'accélération. Alors l'avantage, c'est que la masse va se simplifier dans toute cette affaire, et quand on se retrouve avec tout ça écrit, donc là l'accélération est écrite ici, et là la vitesse, ça correspond à la période d'un cercle si on est sur une orbite circulaire. Je simplifie, on reste sur du circulaire plutôt que sur de l'elliptique. Eh bien, entre cette formule qui vous dit que la vitesse, eh bien, c'est l'orbite divisée par la période, et celle-là qui vous dit que l'accélération est proportionnelle à la distance, vous obtenez le fameux rapport. Je le relirai tranquillement à tête reposée, mais vous verrez, vous arrivez à ce fameux rapport qui dit que le demi-grand axe, ou le rayon dans le cas d'un cercle, au cube, divisé par la période au carré, est égal à une constante. Et cette constante, elle est fonction de la masse de la Terre, notre orbite terrestre, et d'une constante qui est universelle, et de 4 pi carré qui reste parce qu'ils étaient là. Et donc tout ça, la valeur, elle est donnée ici, de l'ordre de 10 puissance 13. Et donc quand on a cette formule, eh bien, un satellite géostationnaire, vous voulez savoir, vous voulez un satellite qui est la période de la Terre. Donc c'est quoi la période de la Terre? 365 jours. 365 jours, mais ça c'est autour du Soleil. Mais autour de lui-même. On a dit que le satellite, il va tourner autour de lui, il va tourner. C'est un jour. Donc c'est 24 heures. C'est donc combien de minutes? 24 fois 60 3600 fois 24. Et donc, alors en réalité, c'est 23h56 et des poussières. Hein, donc voilà en secondes exactement ce que ça fait. Donc là, vous avez la période. Et à partir de la période, vous allez en déduire le rayon du cercle géostationnaire qui est donné. Alors, ici, c'est l'altitude, mais le rayon
du cercle géostationnaire, il est de là jusque là. Donc l'altitude, elle va être ici. Quelle est la différence ici? C'est Le le rayon, terrestre. D'accord? Il est où le rayon terrestre? c'est, je crois, Donc c'est combien? 6378 378 km. D'accord? Donc quand vous ferez votre calcul, vous arriverez à 42 000 km, qui sont 36 000 plus 6300. Voilà. Si vous avez envie de faire un calcul pour retomber sur cette valeur-là, eh ben, vous verrez que ça marche très simplement. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai donné quelques éléments, on repasse sur des choses plus simples. Un lanceur, et on se met en orbite. Ce lanceur, eh bien, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a plusieurs étages. Et à chaque fois, on va consommer l'ensemble de ce qu'il y a dans l'étage. On va s'en débarrasser, on va les décrocher. Si vous avez vu des lancements filmés, vous voyez les boosters qui se décrochent, puis un étage qui se décroche, et ainsi de suite. La coiffe qui s'en va. À quoi elle sert, la coiffe? à garder la charge utile. À protéger la charge utile, exactement. C'est Protéger quoi la la charge. charge utile? La charge utile, c'est le satellite. C'est la charge utile du lanceur. Il y aura quoi dedans? Bah, le satellite complet, avec ses panneaux solaires, sa propulsion, ses commandes, ses moyens d'observation, si c'est de l'observation de la Terre, ses moyens de communication, si c'est satellite de télécom, son moyen d'exploration, si c'est une sonde martienne. Voilà. Donc toute cette partie-là, la coiffe protège. Mais de quoi elle protège, cette coiffe? Si vous avez eu des films, hein, ça vous imaginez. Quand ça rentre dans l'espace, il y a comme Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la Terre? Oui. Des briques, enfin, des cailloux. Plus simple. La poussière. Voilà. Donc, il faut protéger parce que quand ça va traverser l'atmosphère, ça peut brûler, ça peut abîmer, etc. Si vous êtes au-delà de l'atmosphère, qu'est-ce qui reste? À part pas de chance si vous tombez sur un éveil, mais a priori, vous êtes dans le vide. Et donc, quand vous êtes dans le vide, le satellite, là, il est tranquille. Donc, c'est pour ça qu'on détache la coiffe très vite. En fait, si vous regardez un lancement, vous décrochez ça, puis la coiffe, puis les étages supérieurs, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, quand vous faites un lancement, vous êtes à quelques centaines de kilomètres. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, ben, vous allez pousser. Alors là, on pousse pour arriver sur une orbite circulaire à 36 000 km. Vous pouvez vouloir aller vers Mars, aller vers je ne sais où. Donc là, il y a des impulsions qu'il va falloir donner à certains moments pour aller vers la Lune, etc. Voilà. Alors un système spatial, ce n'est pas simplement un satellite, c'est aussi un système de contrôle du satellite. Une station qui va contrôler le satellite et puis éventuellement des gens qui discutent avec le satellite, des utilisateurs. Alors là, je vous ai mis exprès des antennes. Une antenne qui va être sur une voiture, un petit système qui va permettre de téléphoner par satellite, et ici une antenne de type internet ou télévision, qui est une antenne, comme on dit. Elle a quelle forme cette antenne? Pour penser au conique de tout à l'heure. C'est une antenne parabolique. Et vous avez encore la fameuse parabole que vous avez ici. Donc les coniques, c'est utile en tout cas concrètement. C'est un peu bateau, mais c'est utile. Voilà. Oui. Alors, géostationnaire, on a vu, et ça veut dire quoi en anglais? Earth, c'est-à-dire la Terre. Ouais. Et orbite, c'est. Orbite. Terrestre. Et même c'est Ben, donc, orbite. Proche, beaucoup plus proche. Là, c'est 36 000 km, là, ça peut être 800, 500. Les Starlink, vous connaissez? Oui. Bon, les satellites Starlink, c'est 550 km. Si vous connaissez. Alors, en fait, si vous êtes géostationnaire, vous êtes toujours au même endroit. Donc, par exemple, vous voulez faire de la télévision, vous réglez votre antenne une fois pour toutes et vous recevez la télévision. Vous voulez faire de la météo, vous êtes au-dessus de la France, vous recevez la France, mais vous êtes très loin. Donc si vous faites de l'observation de la Terre, vous vous rapprochez, vous descendez
à quelques centaines de kilomètres, vous allez voir de façon beaucoup plus précise, mais vous serez tout le temps en train de tourner, donc vous verrez, puis vous verrez plus, puis vous reverrez, etc. Donc il faut régler votre passage pour prendre les bonnes images au bon moment. Si vous êtes en télécom, c'est la même chose. Starlink, c'est une constellation de télécom, vous vous connectez sur un satellite, hop, il s'en va. Vous prenez le suivant, et vous prenez le suivant, et ainsi de suite, et puis quand ça revient, vous reprenez celui qui est passé. Alors, ça, c'est un peu compliqué, mais votre téléphone, quand vous passez d'ici à Paris, dans le nord de Paris, est-ce que vous êtes toujours connecté à la même station de base? La station de base, c'est tous les combien de mètres à peu près à Paris? Quelques centaines de mètres. Dès que vous faites une centaine de mètres, votre téléphone, il discute avec une station de base, et puis il change, il discute avec une autre station de base. Ça, en fait, cette gestion, ce qu'on appelle le handover, désolé, je donne un terme technique télécom, mais le handover, c'est le fait que, de façon transparente, votre réseau bascule, vous discutez avec une station, puis avec une autre, et ainsi de suite. Si vous êtes sur des satellites de télécom et qui sont en train de défiler, ce sera pareil. Vous basculez d'un satellite à un autre et c'est transparent pour l'utilisateur. Si le handover est bien fait. Voilà. Et puis là, vous avez des antennes de plus en plus intelligentes, c'est-à-dire que cette antenne qui est plate, elle est reprogrammée électroniquement, et un coup elle attrape un satellite, un coup elle en attrape un autre, et ainsi de suite. Dans la voiture, elle sera un peu chouette. Là, c'est pour avoir de l'intérêt dans ce véhicule. Ça peut être un bus, là c'est quand même une très grosse antenne, j'en ai vu une récemment, elle est à peu près de cette longueur-là. C'est pas sur une de chevaux, comme ça vous ne pouvez pas mettre. Voilà, donc après, sur la question des... Alors, juste, puisqu'on parlera l'idée, c'est pourquoi je vous présente ça aussi dans le contexte ONU, je reviens juste ici. Là, quelque part, comme je vous ai dit, c'est proche d'un missile. Donc, discuter avec les gens, c'est parce que les gens qui développent un lanceur ont des technologies qui peuvent devenir des technologies de façon militaire. Donc il faut se connaître parce que vous ne voulez pas qu'il y ait les aspects militaires se diffusent trop. Ici, quand vous changez d'orbite, vous êtes en continu en train de potentiellement pouvoir brouiller d'autres satellites. Donc il vous faut discuter par rapport à ça. Là, dans un cas où vous contrôlez votre satellite, si votre satellite est tout le temps en train de bouger, vous avez besoin d'avoir des stations à différents endroits. Donc là aussi, il faut discuter avec d'autres pays partenaires pour que vous puissiez utiliser d'autres stations. Typiquement, dans les satellites d'observation de la Terre, c'est très souvent qu'il y a pour l'hémisphère sud des stations en Afrique du Sud, en Australie et ainsi de suite. C'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de choix dans l'hémisphère nord en termes de stations. Voilà, et puis un dernier point, vous émettez sur certaines bandes de fréquences par rapport aux utilisateurs, et là aussi, il faut vous mettre d'accord avec les utilisateurs. Là, typiquement, vous avez une voiture qui va recevoir du GPS ou du GNSS, elle se retrouve brouillée parce qu'il y a cet émetteur terrestre qui émet dans des fréquences proches du GPS. Donc, se mettre d'accord avec cet émetteur-là, ça évite d'être brouillé. Ici, vous avez des satellites en orbite géostationnaire et des satellites en orbite basse, eh bien, ils peuvent s'interférer les uns les autres. De la même manière, faire en sorte que là, quand il y a un petit satellite qui passe juste au-dessous de l'arc géostationnaire qui n'émette pas à ce moment-là, ça va vous éviter les couillages. Voilà. Et puis un dernier sujet, et là beaucoup plus important dans un contexte de discussion pacifique, eh bien c'est l'espace. Vous voulez que l'espace ne soit pas dangereux quelque part. Là, je vous ai mis le nombre d'objets qui ont été mis en orbite par l'homme. Donc vous voyez que c'est une croissance qui est exponentielle. Dans ces objets, vous avez des satellites ici en orbite basse qui augmentent ces dernières années de façon importante, et puis des débris qui eux aussi augmentent de façon importante. Donc faire en sorte qu'il y ait moins de débris et que quand il y a beaucoup d'objets, ces objets ne risquent pas
disons, de se télescoper ou en tout cas de créer de nouveaux débris, c'est un sujet, donc c'est la protection, on va dire, de l'espace pour qu'il puisse continuer à servir. Alors je vous ai montré des exemples de ce qu'il peut y avoir comme genre de problème. Ici, ben voilà, un bout de débris qui a impacté un panneau solaire en orbite. Donc là, c'est juste un petit choc qui a créé un trou pareil. Ça, un observatoire astronomique avec des traînées qui sont produites par des satellites en train de se mettre à poste et qui laissent des traces. Et donc, ce qui fait que le scientifique ne va pas pouvoir utiliser aussi bien son image que s'il n'y avait pas les traces. Et puis là, l'exemple de retombée, on parlait, il y a des choses qui retombent. Alors en général, ça brûle quand ça rentre dans l'atmosphère, mais s'il y a des très grosses structures métalliques, elles peuvent retomber. Et là, c'est en Australie, un morceau d'éléments SpaceX qui retombe. Voilà, donc tous ces éléments, c'est ce genre de discussion font partie des sujets échangés. Voilà. Et donc, histoire de conclure sur cette question Nations Unies pour le spatial, la question du désarmement, accès à l'espace et militarisation, les sujets qui vont se traiter beaucoup plus à Vienne, la question des lancements, chacun qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, la problématique du droit associée à tout ça. Si vous avez quelqu'un qui vous détruisez une maison parce qu'un objet est retombé, qui paie les dommages. Le cas de l'orbite géostationnaire, quelque part l'orbite géostationnaire c'est au-dessus de l'équateur, parce que les gens qui sont sous l'équateur ont plus de chances de l'utiliser ou pas. La protection d'espace, on y voit. Et puis les derniers points, les questions de fréquence, même si on n'y reviendra pas forcément énormément. Voilà. Et puis les deux planches suivantes, c'était au cas où il resterait du temps.